Le nationalisme identitaire, c'est un nationalisme qui est toxique et qui mène à des affrontements sociaux qui vont finir par nuire au projet d'émancipation nationale dont le Québec moderne du 21e siècle a besoin. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'Il reste du monde, un balado dans lequel je fais le pari peut-être audacieux, on verra, qu'il reste des gens, qu'il reste du monde pour discuter de toutes sortes de choses, même si nos idées, parfois, nous donnent l'impression qu'elles ne peuvent être confrontées. J'ai reçu il y a quelques semaines Maxime Bernier. Très peu de gens, je dois le dire, là, très peu de gens m'ont reproché de l'avoir reçu, de m'inscrire à l'extrême droite. Écoutez, le balado est tellement à l'extrême droite qu'aujourd'hui, je vous présente Amir Kadir. Bonjour Amir. Bonjour Rémi. Donc, écoute, c'est l'extrême droite, là, Amir Kadir. C'est connu au Québec, là. Hein? Vous associez à moi, c'est tout à fait naturel. Bon, alors, si les gens sont le moindrement attentifs de l'évolution des choses politiques au Québec, ils doivent bien savoir que tu te moques aussi bien de Maxime Bernier que de moi. Mais j'ai déjà eu l'occasion, d'ailleurs, de rencontrer Maxime Bernier quand j'étais député. On se croisait parfois sur les panels de discussion, justement, entre la droite et la gauche. Mais je ne crois pas qu'au Québec ou au Canada, il y a vraiment des extrêmes à ce point-là. Même, je regarde un peu l'itinéraire et le destin de Maxime Bernier, d'Éric Duhaime. Tout le monde est obligé, même animé des impulsions politiques les plus extrêmes, de le freiner, de l'atténuer un peu parce que le Québec et le Canada sont ainsi faits sur le plan politique, sur le plan de nos habitudes et de la conception d'une certaine vision du monde, de la quiétude de nos sociétés, qu'il y a peu de réception pour les discours extrêmes. Et puis, Québec solidaire, en fait, s'est inscrit dans un courant qui est très... c'est une coalition. Il y a des anciens marxistes-léninistes, parce que certains sont quand même demeurés fidèles à leurs idéaux d'égalité sociale, mais aussi des gens qui viennent de courants, comme par exemple les chrétiens, progressistes, la théologie de la libération. Il en reste encore à QS? Oui, il reste tout ce beau monde. Ouais. Et des gens qui viennent des milieux syndicaux, des milieux féministes, des milieux écologistes, qui n'ont pas nécessairement une vision politique gauche-droite dans le sens affrontement Est-Ouest qui est hérité de ce qui a surgi de la fin de la Première Guerre mondiale et de l'avenue au monde du bloc soviétique. Donc, le débat a plus de chances de rester ouvert longtemps. Je voulais qu'on parle de Québec solidaire, de la gauche au Québec, parce que j'ai beaucoup pensé à Amir Kadir ces dernières semaines. Pourquoi? Parce que le monde change. J'ai eu des gens face à moi qui m'ont dit « c'est pas vrai, le monde ne change pas, c'est épisodique, c'est circonstanciel ». Moi, je pense vraiment qu'il est en train de se passer quelque chose comme un changement du monde. Et au Québec, on a un parti résolument de gauche, Québec solidaire, qui, je trouve, a de la difficulté à s'illustrer, à tirer son épingle du jeu. Et on peut se moquer d'eux. C'est pas mon cas. Moi, j'ai l'impression que c'est un parti qui n'avait pas ce qu'il fallait pour présenter une vision du monde en ce moment que les Québécois prendraient vraiment au sérieux. Et il faut rappeler quand même qu'il y a à peine un mois, on parlait des boîtes à lunch là, chez Québec solidaire. Et ce n'est pas, je ne le dis pas en méprisant le discours de Québec solidaire, je pense au contraire que c'est la fonction que ce parti-là a. Et je me demandais si vous étiez d'accord avec ça. Est-ce que Québec solidaire a un projet? Et là, je ne vous demande pas de tomber forcément dans la partisanerie parce que vous n'êtes plus un député de Québec solidaire, mais au-delà de la question du parti, est-ce que la gauche québécoise peut vraiment, quand le sol tremble, présenter une vision du monde? L'état du monde, les crises successives qui s'amplifient et qui s'emboîtent les uns aux autres, je pense à la crise climatique, je pense à la crise sociale, qui se manifestent de plusieurs façons, c'est-à-dire les écarts de richesse croissants, les problèmes du coût de la vie pour la plupart des gens. Ensuite, les perturbations climatiques extrêmes qui entraînent de manière concrète dans la vie des gens des
des craintes par rapport à l'avenir, on pense aux inondations, on pense aux extrêmes de température, au feu, etc., font en sorte que les gens s'attendent, à mon avis, à ce que les visions politiques qu'on leur présente puissent, disons, répondre à cette angoisse existentielle qui s'est emparée d'une bonne partie des populations dans tous les pays du monde, notamment dans les pays occidentaux. Or, la stratégie politique adoptée par la Québec solidaire, par la direction politique actuelle de Québec solidaire, imprimée en grande partie par Gabriel Nadeau puis la députation actuelle, a fait un pari différent qui était celui au lieu de remplir la fonction tribunicienne, c'est-à-dire de capter la colère populaire et de pouvoir adéquatement se présenter comme les justiciers qui vont prendre au collet les responsables de ce délitement de nos sociétés, le fait que les règles démocratiques à l'échelle de nos pays, comme à l'échelle internationale, sont foulées aux pieds par les puissants. À l'échelle internationale, on voit les États-Unis, d'autres États comme la Russie, qui, au mépris des règles de comportement pour maintenir une certaine situation de paix, en fait, ne respectent aucune des institutions qu'ils ont été eux-mêmes à mettre en place après la Deuxième Guerre mondiale. Je pense aux Nations Unies, aux accords de libre-échange, bien que moi, je ne suis pas en accord avec ça. Mais même à l'intérieur, on voit très bien, puis c'est pas nouveau, je veux dire, pour moi, l'état actuel que tu décris comme étant en train de se métamorphoser, connaître un changement profond, est l'aboutissement de 3 décennies où, à l'intérieur des pays dits de démocratie libérale, les détenteurs du pouvoir économique ont foulé aux pieds les règles de base démocratique qui voulaient que chaque citoyen avait un accès égal à la politique et au pouvoir, donc une personne, un vote. Or, on sait que par l'introduction de la proximité entre les milieux d'affaires, leur influence, leur financement des partis, légal ou illégal, quand on a essayé d'encadrer ça, je pense à la loi de René Lévesque, ouais. Ben, on voit, on sait très bien, on l'a vu à travers la commission Charbonneau, les travaux de Québec solidaire au début des années 2010, comment on a contourné ces règles-là pour prendre le contrôle de l'agenda des partis. Pour moi, ça, c'est fouler aux pieds ces règles-là. Ne pas payer ses impôts, le recours systématique par tous les grands détenteurs de capitaux à des mécanismes qui frisent l'illégalité, qui respectent parfois la légalité parce qu'ils ont recours à des avocats, mais qui font en sorte que les plus riches ne font pas leur premier devoir. Parce que pour que toute société structurée tienne, puis puisse remplir sa promesse démocratique d'offrir un certain nombre de services pour que les rapports entre les individus soient dictés par autre chose que le rapport de force, mais plutôt par le droit. Mais le premier de ces droits-là, c'est que chacun doit faire sa part juste. Or, on sait très bien que de plus en plus, de manière accélérée, les plus riches, les détenteurs de capitaux, se sont organisés pour ne pas faire leur part. Tant et si bien que même des gens comme aux États-Unis, je pense à Warren Buffett, au Québec même, je pense à la famille Simons, de dire, écoutez, nous-mêmes, on est mal à l'aise, nous ne payons pas notre juste part d'impôt. Et ces éléments-là ont introduit d'énormes problèmes dans la fonction de l'État qui doit remplir ses responsabilités, offrir les services adéquats, assurer le bien-être de tout le monde, qui fait qu'on est rentré dans des périodes de crise énormes et dans des écarts de richesse de plus en plus grands qui ouvrent la porte à toutes sortes de turbulences dans lesquelles la droite économique et la droite politique qui est variée, qui n'est pas nécessairement animée par les mêmes, je dirais, motivations, ont pris pas mal le contrôle de l'agenda politique. Et malheureusement, la gauche n'a pas su. Mais pourquoi? Parce qu'on a voulu jouer, à mon avis, par erreur, on a le rôle de l'élève exemplaire qui est gentil, qui est nice, qui ne veut pas déranger, qui veut jouer par les règles, qui essaye d'insister sur le respect des règles alors que l'adversaire, malheureusement, ne le fait pas. Et c'est pour ça que Québec solidaire, moi, je pense, s'est laissé piéger par ça.
disons qu'on était rentré dans l'Assemblée nationale, et je l'ai répété à plusieurs reprises, et on le concevait comme ça, non pas pour participer au maintien du ronronnement du système actuel, hérité d'abord de ce système qui est en délitement, mais aussi, si on parle du Parlement, enfin de l'Assemblée nationale du Québec, hérité du colonialisme britannique. Donc, pour nous, le chemin à prendre aurait été de remettre continuellement en question ces institutions, non pas pour les réformer en marge, mais pour les réformer en profondeur, dans sa culture, dans sa livraison, dans son respect, etc., dans l'approfondissement de la démocratie qui est en panne, parce que la démocratie représentative, il ne faut pas l'oublier, c'est le résultat d'une bataille qui a été menée il y a à peu près 4 siècles, en Angleterre et en France, où les pouvoirs féodaux ou monarchiques ont fait des concessions à la société, puis c'est resté comme... On a fondé des institutions qui sont restées fondamentalement inchangées. La démocratie représentative est le reflet de ces rapports de force et de la conclusion de cette guerre qui a été menée. Aujourd'hui, nos sociétés, les démocraties libérales avancées, ont besoin d'une refonte, d'une nouvelle démocratie qui permet une plus grande participation des citoyens qui, 3 siècles plus tard, 90% sont éduqués, ont accès au savoir, ont accès à un certain pouvoir, ce qu'on n'avait pas il y a 3 ou 4 siècles. Mais je vous soumets quand même une hypothèse parce que je pense que je suis assez d'accord avec vous, c'est-à-dire que, et je me rappelle, parce que vous avez été le premier député élu de Québec solidaire, décembre 2008, et moi j'ai parlé à des gens cette semaine, je leur ai dit je reçois Amir Kadir, puis des gens qui pensent comme vous, pas du tout comme vous, ils m'ont à peu près tous dit la même chose, ils m'ont dit « wow ». Je me rappelle quand même en 2008, Amir Kadir, c'était le seul député d'un parti qui fonctionnait sans budget de recherche. Pour les gens qui ne savent pas de quoi il s'agit, là, c'est que quand vous êtes un parti politique avec plusieurs députés, vous bénéficiez d'un budget. Un budget pour engager des employés. Et vous travaillez avec un très faible budget, juste le budget d'un député. Ouais. Je suis tombé sur un extrait d'une commission parlementaire avec Lucien Bouchard. Vous vous rappelez très bien, vous étiez un petit peu empoigné avec lui. Et ça, c'était Amir Kadir, le député de gauche de l'Assemblée nationale, qui était seul au combat et qui, oui, devait mener les positions, enfin, de défendre les positions d'un parti sur les affaires courantes, mais qui pouvait aussi, par sa position de minoritaire et d'extrême minoritaire, aussi défendre l'idée même du combat de la gauche. Alors qu'aujourd'hui, le parti... Parce que, comme je te dis, j'étais tout le temps soucieux de ne pas oublier que la fonction de Québec solidaire devait être une fonction tribunicienne, que j'ai définie comme étant la fonction d'une formation politique dont le rôle n'est pas d'assurer le fonctionnement ordinaire des équilibres de pouvoir tels qu'ils se manifestent actuellement en société et dans son reflet à l'Assemblée nationale, mais pour le chambouler, pour le renverser, pour le changer profondément. Alors, à partir de là, ça veut dire c'est une fonction de justicier. D'ailleurs, qui était bien capté par les caricaturistes qui s'en moquaient de diverses façons. On m'a même, à un moment donné, je pense que c'était un des bye-bye caricaturistes sous forme d'un Superman qui pense qu'il va tout sauver, ce genre de choses-là. Mais c'est vrai que ça avait capté cette idée que nous devions remplir une fonction de justicier, de gens qui prennent la défense des couches populaires par rapport à des institutions qui, par la nature de leurs fonctions, sont devenues opprimantes. Parfois à dessein, parfois juste par la force des institutions d'une démocratie développée, économique développée. Et ça, malheureusement, on l'a un peu perdu en cours de route. D'ailleurs, on est en remise en question à l'intérieur des rangs de Québec solidaire là-dessus. Je ne pense pas que Gabriel, je parle de Gabriel Nadeau-Dubois ou des membres du caucus actuel, ignorent ou nient qu'il y a une remise en question à faire, mais on n'est pas nécessairement à l'intérieur des rangs du parti, tous sur la même longueur d'onde, sur cette orientation. Et c'est très difficile, c'est pas juste au Québec, partout en Occident. Non, bien sûr, la gauche se pose des questions partout. Cette gauche alternative qui a essayé de prendre ses distances par rapport à la gauche marxiste-léniniste ou communiste ou la gauche révolutionnaire qui voulait renverser le régime par les armes, on a décidé de rentrer dans le jeu parlementaire et ce faisant, en cours de route, avec diverses expériences, on a joué le jeu des règles de fonctionnement dans des sociétés démocratiques, entre guillemets, avancées, mais de démocratie libérale, qui laissaient peu de place à la participation populaire. Et dans ces diverses stratégies, ben oui, il y en a quelques-uns d'entre nous qui
par la force de la puissance de ces institutions économiques qui contrôlent les pouvoirs démocratiques, nous nous sommes laissés berner à voir. Je pense par exemple à l'expérience en Grèce, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, à l'expérience de Podemos en Espagne. En Grèce, j'ai un blanc de mémoire, le parti de Alexis Tsipras. Okay. En Allemagne, Die Linke, c'est-à-dire un parti de gauche, ça fait 20 ans, puis ils sont de plus en plus vers la gauche, notamment par le fait aussi que l'irruption d'une immigration forte en Occident, comme conséquence de la déstabilisation de certaines régions du monde, on pense juste à ce qui s'est passé au début du 21e siècle, au Moyen-Orient, en Syrie, en Irak, etc., des millions de gens un peu partout dans le monde ont pris le chemin de se rendre en Occident, les uns fuyant la guerre, les autres l'instabilité économique, la guerre économique que leur menaient les situations d'extrême pauvreté dans leur propre pays, ont fait en sorte que de nouvelles réalités politiques qui viennent perturber les équilibres sociaux en Occident ont émergé et pour lesquels nous, on n'a pas eu les bonnes réponses. La gauche, sur les questions identitaires, a de la difficulté à articuler un discours qui, tout en restant sur le terrain de la justice globale et de l'égalité entre tous les humains, donc de l'humanisme, tenir compte qu'il y a des effets pervers, notamment par le fait, puis on le voit avec l'exemple de ce qui se discute actuellement aux États-Unis dans la division entre deux branches qui appuient Trump, c'est-à-dire la branche des multimilliardaires représentée par Elon Musk et la branche de Steve Bannon des nationalistes, disons, les nationalistes patriotes, qui disent qu'en fait, l'immigration massive nuit aux couches populaires des pays occidentaux. Pourquoi? Parce que ça fait une masse de gens corvéables à souhait au service de la grande entreprise multinationale. Une pression à la baisse sur les salaires. Une pression à la baisse sur les salaires, sous prétexte d'une ouverture vers le monde. En fait, on fait venir des travailleurs qui ne connaissent pas bien leurs droits, qui sont tellement, disons, précaires qu'ils sont prêts à accepter n'importe quelle condition, n'importe quel salaire. Et sur le long terme, quand c'est mal géré, quand c'est mal articulé, quand ce n'est pas fait de manière adéquate en tenant compte de ces réalités, bien, ça provoque des réactions. Et lorsque des gens vivent de la colère, vivent de l'aliénation, comme beaucoup de travailleurs et beaucoup de classes populaires en Occident le vivent actuellement, bien, ça peut alimenter des politiques de ressentiment, de rejet. Et c'est ce qu'on vit. Et la gauche est pris là-dedans à articuler un discours qui n'a pas été suffisamment développé pour ne pas tomber dans le panneau, dans le piège du mondialisme, de cette globalisation marchande qui nous a tendu ce piège-là. Et comme nous sommes des humanistes et nous sommes ouverts à l'altérité, ben, on n'est pas capable de dire non. Et puis là, on se fait berner. Là, je suis frappé. Je ne m'attendais pas du tout à ce que vous disiez une chose pareille. Non, mais c'est la réalité. Non, attendez. Est-ce que vous êtes capable de me dire si ce discours-là circule à Québec solidaire? Derrière des portes closes ou dans les congrès? Pas seulement à Québec solidaire, dans tous les... Mais à Québec solidaire. À Québec solidaire aussi. Là, je ne peux pas te dire dans quelle ampleur. Oui, ça se discute et ça va se discuter davantage. Ça ne veut pas dire qu'on va accréditer les solutions qui nous sont présentées par la droite nationaliste identitaire, qui est la baisser des seuils, c'est pas tant une position de droite identitaire. Non, baisser les seuils, c'est ça. C'est parce que quand c'est discuté uniquement en vertu de ce qui... C'est là la différence entre peut-être moi et, mettons, Mathieu Bocoté. Moi, je dis que ces éléments-là, on doit l'approcher dans un cadre plus global, dire, dans le fond, il faut changer nos politiques qui sont à l'origine de ces migrations. Donc, il faut aussi accompagner ça d'une critique de nos politiques vis-à-vis des pays qui sont à l'origine de cette migration. Donc, les pays du Sud global,
qui sont l'objet de notre convoitise et de notre dépossession et de notre surexploitation, d'accord? Dans des rapports dominants-dominés qui font que ces pays-là vivent des fractures énormes dans lesquelles, comme conséquence, il y a des pressions à la migration. Donc, je ne peux pas juste dire, on va ajuster les seuils, puis tout ce qui nous intéresse, c'est notre confort en Occident. Il faut accompagner ça d'une critique vive, sans embâche, sans atermoiement et détour de nos politiques de dépossession de ces pays-là. Et donc, nos politiques étrangères doivent changer. Mais qu'est-ce que le Québec, province, enfin, je sais que vous êtes indépendantiste, là, on va en parler aussi, là, à moins que vous ne soyez plus. On peut les nommer. Oui, non, je sais. Oui, les nommer, mais... On peut les nommer. Et on peut donc mettre fin aux politiques, entre guillemets, soi-disant, de main libre à nos puissances économiques capitalistes, donc à nos capitaux qui sont en train de déposséder ces pays-là, de mettre des règles pour qu'il n'y ait pas une surexploitation. On a commencé à le faire par certaines affaires qui restent malheureusement cosmétiques, mais là, ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut qu'on soit prêt à acheter leurs produits à des prix justes, que ça soit le café jusqu'au pétrole en passant. Ouais. Bon, et c'est là, c'est là la chose. Là, vous avez quitté Québec solidaire en 2018. En tout cas, pas à titre de militant, là, mais à titre de député, c'est bien ça. Ruba Gazal vous a remplacé dans Mercier, devenu député, donc... Elle ne m'a pas remplacé, elle a été élue. Non, je veux dire, enfin, on se comprend. On se comprend. Je le dis pour que ça soit clair, des fois, on donne l'impression d'une dynastie, mais il faut gagner... sa légitimité, puis je pense que Ruba l'a fait. Tout à fait, je n'enlève rien là-dessus. Mais vous êtes parti en 2018, et là, c'est pour ça que je vous pose la question à savoir, est-ce que le discours que vous défendez là, ou sur la question de l'immigration, c'est un discours qui circule à Québec solidaire? Parce que moi, j'ai quand même observé, à titre seulement d'observateur, et là, j'aurai peut-être des confirmations avec vous, un changement quand même là, dans le discours à Québec solidaire. La question, par exemple, de la défense des minorités, qui a toujours été une question importante pour la gauche, là, je ne suis pas naïf, mais j'ai l'impression qu'elle a dépassé la question de la défense de la majorité. C'est-à-dire, on défendait la gauche et le peuple. Hein, si on défend le peuple, la gauche syndicale, ça a toujours été ça. On défend les ouvriers, on défend les travailleurs. Et là, j'aurais une liste, mais alors là, interminable d'exemples où la gauche s'est rangée contre la volonté populaire, en matière, par exemple, de défense de la langue française, en matière de défense de la laïcité, en défense, par exemple, des seuils d'immigration. On a eu, je pense, ça n'a jamais baissé en bas de 75 % le pourcentage de la population québécoise qui veut qu'on baisse les seuils. Et on a des positions à Québec solidaire qui sont ambivalentes sur cette question-là. Ça fait juste 6 mois là, qu'on sait que le parti militerait lui aussi pour une baisse des seuils. Ma question, c'est la suivante. Est-ce que, et ça, je pense que je l'avais déjà entendu, c'est une critique qu'on fait souvent à la gauche, est-ce que la gauche, dans le monde occidental, mais concentrons-nous sur le Québec, est passée d'un discours populaire, on défend la classe ouvrière, la classe moyenne, à on défend seulement les minorités? C'est que j'aurais envie de répondre de manière un peu baveuse, c'est que la gauche a des scrupules, alors que la droite, il suffit de voir un peu Trump au quotidien. Parfois, la droite n'a aucun scrupule à mentir, à grossièrement exagérer, à donner des réponses toutes faites qui ne sont pas adaptées, etc. Alors que nous, on essaye d'apporter des nuances, on veut rester le plus proche de la réalité, etc. Et donc, lorsqu'il y a des projets de loi, que ce soit la Charte des valeurs, les seuils d'immigration, etc., on essaye d'apporter des nuances qui protègent contre une injustice, qui protègent contre une discrimination indue, qui protègent la dignité des gens. Je ne veux pas dire que les autres ne sont pas soucieux de ça, mais ce souci-là est très, aigu chez les gens de la gauche, puisque c'est les valeurs qui nous animent, les valeurs d'égalité, les valeurs de protection de ceux qui sont victimes d'injustice. Et il est évident que dans une société, la plupart du temps, des minorités, surtout ceux qui n'ont pas de statut ou peu de un statut qui est précaire, sont dans une situation de vulnérabilité par rapport à la majorité. Même si la majorité peut et je suis très conscient de ça, peut être en droit d'avoir des attentes. La majorité, légitimement, peut vouloir que sa culture, que sa sécurité, que son développement, que son accès à certains services soit préservé, soit garanti. Nous, on dit, on peut le faire autrement, mais dans le cadre de la vision économique de la droite,
qui veut maintenir les rapports sociaux dans ce rapport disons, d'inégalité où le capital domine, c'est sûr qu'on ne peut pas régler les problèmes de logement par des projets massifs d'investissement social dans le logement abordable et social. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Il faut baisser les seuils, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ceci étant dit, c'est sûr que toute nuance est très difficile à inscrire dans le débat lorsqu'on est dans des périodes de turbulence où, en plus, il y a des phénomènes sociaux massifs qui ne se passent pas uniquement au Québec, de désinformation, de politique d'alimentation de la peur, où on identifie des dangers parfois qui sont exagérés et qui fait en sorte que les couches populaires peuvent être portées à faire des choix en fonction de leur peur, de leur anxiété, plutôt que des meilleures politiques qui peuvent être généreuses et constructives, ouvertes sur l'avenir à plus long terme. Et c'est là que la gauche a des difficultés, pas seulement au Québec, et je l'admets. Et il faut qu'on réfléchisse adéquatement là-dessus. Parce qu'il y a vraiment, vous le sentez, là, qu'il y a quand même une différence dans la façon qu'elle s'est exprimée, la gauche. Là. La gauche des années 70, elle aurait été pour la laïcité, elle aurait été... la gauche... Elle aurait été pour mais la... attends, mais c'est là... Attendez. Les rinistes qui étaient au PQ en 77, ils ont appuyé la loi 101. Oui. Bon, à Québec solidaire, on a appuyé la loi 96, mais sous quelques réserves. Et là, maintenant, on dit c'est cruel que de demander à des immigrants d'apprendre le français en 6 mois. La loi 101 était portée par des nationalistes indépendantistes ouverts sur le monde qui n'avaient pas une vision obtuse de l'avenir du Québec ou du français, qui était dans le développement social à tout crin, alors qu'aujourd'hui, ces politiques, entre guillemets, sous couvert de laïcité, se présentent souvent comme des politiques où on alimente les ressentiments à l'égard de l'autre et où on oppose les droits des uns contre le droit des autres. C'est sûr qu'à cet égard-là, moi j'étais dans ce débat-là. Pour la laïcité, ce n'est pas un principe d'exclusion. La laïcité, c'est un principe d'inclusion. Mais je concède le fait que nous avons été malhabiles, d'accord? C'est-à-dire que... C'est déjà bien en passant. Non, mais... Non, mais j'ai pas l'habitude. Je vous envoie une fleur. J'ai pas l'habitude de rencontrer des gens de gauche qui sont capables de faire un exercice de conscience. Peut-être parce que les gens de gauche sont souvent dans une situation de... peut-être pas de scrupules, de vulnérabilité et ils se sentent sur la défensive. Non, moi je pense qu'il faut reconnaître que tout ce qui touche l'identité, pas seulement la gauche québécoise, la gauche partout en Europe a de la difficulté à le manier. Et c'est sûr parce que les identités renvoient à des affrontements entre des identités qui aujourd'hui s'inscrivent dans les grands rapports de domination entre l'Occident, entre guillemets, blanc et le Sud global qui n'est pas blanc. Et donc, à partir de là, si tu rentres là-dedans et tu n'as pas une critique, tu ne peux pas accompagner tel projet de loi, telle vision de, mettons, de la laïcité, d'une critique de ces politiques de domination qui fait qu'on fait face dans nos sociétés à ces problèmes-là, disons que ça contient un danger d'enfermer la société dans l'exclusion, dans le racisme, dans le nationalisme obtus. Puis c'est sûr il faut qu'on combatte ça. Vous, là, si en 2026, le Parti québécois prend le pouvoir, mandat majoritaire et va de l'avant avec un référendum sur la souveraineté dans un premier mandat, et que pour la première fois de l'histoire du Québec, que vous connaissez bien, la stratégie référendaire, elle est très identitaire. D'accord? Est-ce que vous allez appuyer le projet indépendantiste? Est-ce que vous allez embarquer dans l'autobus du oui? Bon. C'est oui ou non? C'est parce qu'il y a une dynamique. Non, mais c'est parce que si c'est un projet identitaire, c'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec. Et vous vous basez sur quoi pour dire ça? Sur des chiffres. Malheureusement, le camp fédéraliste a les institutions internationales, a l'appui de toute l'anglosphère, d'accord, qui est derrière lui, derrière le camp du non, je veux dire, le camp anti-indépendantiste fédéraliste, a les institutions financières, a les grands moyens médiatiques, et le camp indépendantiste, qu'est-ce qu'il a? Il n'a que le nombre.
à opposer à tout ça. Donc, il faut bâtir une majorité. Or, on sait qu'au Québec, les minorités immigrantes comme les minorités autres, il n'y a pas juste eux, il y a les Autochtones qui vivent au Québec, il y a des minorités anglophones qui sont ici depuis tout le temps, depuis le 18e siècle. Hein? Ouais, 18e siècle, depuis la conquête. Et donc, il faut savoir trouver le langage, le propos, le discours qui en rassemble le plus. Évidemment, on ne peut pas s'illusionner, on ne rassemblera pas tout le monde. Mais on est sûr de s'isoler si on campe le discours indépendantiste dans un truc identitaire qui ne repose que sur le francophone issu, je veux dire, comment dit-on? Canadien-français? Canadien-français, tricoté, serré. Tricoté serré. D'accord? Ouais. Donc, il faut être capable de chercher de la couleur dans ce tricot. C'est évident, non? De tricoter quelque chose qui laisse la place à toute la richesse maintenant de notre société. Pour le meilleur ou pour le pire, on est devant ça. Hein, il faut être réaliste, il faut être pragmatique. Mais en même temps, vous me parlez du nombre. Excusez-moi. Oui, mais regardez, là, la CAQ a été chercher une majorité d'électeurs en 2018 et en 2022 avec un programme très identitaire. Le Parti québécois de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est un parti très identitaire. Mais et pourtant, tu sais très bien qu'une bonne partie de ceux qui ont voté pour la CAQ n'ont pas voté en fonction... je suis d'accord. C'est pas la question. En fait, c'est parce que Legault promettait de ne pas aller sur le référendum. Mais je vous parle de nationalisme identitaire. Ça rejoint une bonne partie du Québec, ça. Le nationalisme, pour nous, à Québec solidaire... ne peut pas être identitaire. Le nationalisme identitaire, c'est un nationalisme qui est toxique et qui mène à des affrontements sociaux qui vont finir par nuire au projet d'émancipation nationale dont le Québec moderne du 21e siècle a besoin. Pour moi, la défense de la question indépendantiste au Québec relève d'une vision écologiste du monde, et je vais revenir là-dessus. D'ailleurs, ma première intervention dans les partenaires... Attends, c'était quoi déjà? Le Conseil de la souveraineté, je ne sais pas si tu te rappelles, Gérald Larose et tout ça. Bien sûr. C'est comme ça qu'on l'appelait, le Conseil de la souveraineté? Il me semble que oui. Ouais. Notre première... au Lion d'Or, notre première intervention, c'était le premier événement. Mon intervention cherchait à illustrer ça. Pour moi, toute homogénéisation et assimilation revient à une perte de diversité qui fait que, comme dans la Rome antique, une fois que le centre connaît une décadence ou un effondrement, l'ensemble du monde connaît un effondrement. Et c'est comme ça que, malheureusement, après l'an 300, lorsque Rome s'est effondrée, pendant à peu près 10 siècles, toute l'Europe est tombée dans une espèce de période de grande noirceur où qu'on dit le Moyen-Âge, avec toutes les conséquences désastreuses pour l'Europe de l'époque. Il y a des débats sur cette question-là quand même. Oui, mais il y a des nuances, mais grosso modo, si on garde cette idée-là. Donc, le Pax Americana ou anglo-saxon aujourd'hui, qui cherche à uniformiser le monde, à enlever les frontières, à enlever les spécificités culturelles, en fait, appauvrissent la diversité culturelle. Et comme en biologie, comme en écologie, toute monoculture est appelée à connaître une fin abrupte. Parce que ce qui va mettre les éléments de l'environnement qui pourraient fragiliser tel type de culture vont entraîner la chute de l'ensemble de la culture. Alors qu'une forêt riche en diversité, même s'il y a un pathogène, un phénomène climatique environnemental qui menace telle et telle plante, ne risque pas de détruire l'ensemble de l'écologie biologique. C'est la même chose pour les sociétés. Donc, pour assurer la survie de l'humanité, pour assurer la survie d'une civilisation humaine qui a passé à travers les époques, dans une période où le partage des connaissances fait en sorte qu'il y a d'énormes forces qui poussent à l'homogénéisation et à l'adoption de comportements culturels, de comportements politiques et sociaux uniformes, c'est un devoir écologique de protéger les diversités culturelles pour éviter que s'il y a un effondrement
d'une ou l'autre de ces grandes puissances qui dominent la civilisation contemporaine entraîne le périclissement ou l'effondrement de l'ensemble de l'humanité. Donc, on est presque rendu dans la botanique, là. C'est rendu, oui, parce que tordu, la souveraineté, dans ma perspective humaniste et internationaliste, et c'est comme ça que j'avais introduit le sujet, je suis un nationaliste parce que je suis un internationaliste, parce que je suis un humaniste. Pour moi, la survie de la civilisation humaine passe par la protection de la diversité culturelle, des spécificités culturelles, et le Québec en est un parmi d'autres. Et donc, comme je vis ici, ma tâche politique internationaliste consiste à faire en sorte que cette société préserve ses particularités, sa culture, son identité, sa spécificité, non pas dans une optique de chacun pour soi, et on érige des murs contre l'autre, mais dans l'optique d'enrichir l'ensemble de la collectivité humaine à l'échelle internationale d'une autre variété qui vient ajouter à cette diversité. Je me rappelle quand même... Et donc, pour moi, le nationalisme ne peut pas être ethnique dans le sens ou identitaire dans le sens que, malheureusement, une certaine droite cherche à... C'est pas la même chose, ethnique et identitaire, par contre. Là. Moi, je parlais de nationalisme identitaire. J'ai pas dit le mot ethnique, ça vient de votre bouche et non de la mienne. D'accord. Nationalisme ethnique, là, on n'est pas... Moi, mon raffinement idéologique ne va pas jusqu'à là. Pour moi, le nationalisme identitaire à la Mathieu Bock-Côté ou à la Jacques Beauchemin ou à la Bernard Drainville, c'est celui-là que je crains. Celui qui pense qu'en fait, c'est en... mais non, c'est un patriotisme civique. C'est un patriotisme civique. C'est la seule... Écoutez, M. Cazère, oui. Moi, vous le savez, là, j'enseigne... Ben, vous ne le savez pas, je vais vous l'apprendre. J'enseigne dans des écoles secondaires là, qui sont remplies de jeunes issus de l'immigration. La première question que je leur pose au début de l'année, c'est « Êtes-vous québécois? » Et ils me disent tous non. Alors, moi, je suis de l'école de Pierre Falardeau. Vous vous dites québécois, vous êtes québécois. Je ne suis pas un nationaliste, mais un nationaliste ethnique. Je leur donne la possibilité d'embrasser le Québec et vous savez ce qu'ils disent? Et pourquoi on en est rendu là? Ah, ben attendez une minute. Pourquoi on en est rendu là? C'est de ma faute, j'imagine, et celle des autres. Non, c'est de notre faute. Non. À un moment donné, il faut échapper la balle. C'est là pas le cas. Il faut avancer chacun de son côté. Il y a des pas à faire de chacun des deux côtés. Et on dirait que c'est toujours au clan nationaliste parce que de ne pas en avoir fait assez. Si on veut attaquer le problème comme ça, on va tout l'échapper. Et on l'a échappé parce qu'on a laissé les règles du marché dicter l'environnement culturel du Québec, que ce soit à travers la télévision, à travers la chanson, à travers la musique, à travers les revues, à travers les canaux, je veux dire l'Internet maintenant, et on s'attend à ce qu'on puisse protéger notre environnement et lui, disons, infuser, permettre le déploiement de notre propre culture qui puisse être attrayant pour ces jeunes. Et on espère en plus qu'on peut les attirer à une identité québécoise en alimentant toujours dans le discours public quelque chose qui, en arrière-plan, renvoie à leur famille, renvoie à leur communauté l'idée qu'il y a une gang de Québécois qui sont mécontents qu'eux autres soient là, qui cherchent par tous les moyens à les enfermer ou à limiter leurs droits ou à les accuser d'avoir été à l'origine de telle et telle défaite historique. Parce que c'est un peu ça qui s'est passé. Ben, c'est une vision... Honnêtement, je la connais, là, cette version-là, mais il y a une autre version qu'on peut lui opposer. Est-ce que vous seriez prêt à dire que le Québec est une société qui n'est pas assez accueillante ou qui n'est pas accueillante? Ça serait bizarre que vous me disiez oui. Là. Si vous me dites oui, alors je comprends votre point de vue. Regarde, on a été beaucoup... Je ne sais pas si toi, tu es trop jeune pour te rappeler. Entre 70, mettons, et le milieu des années 80, avant que la doctrine néolibérale et les diminutions des dépenses sociales s'imposent même à un parti social-démocrate comme le PQ, on investissait massivement dans l'accueil des immigrants. Il y avait les COFI, les centres d'orientation et de formation des immigrants, qui faisaient en sorte que, par exemple, mes parents, en dedans de 6 mois, se sont francisés. Mais c'est un gouvernement du PQ, malheureusement. Et ensuite, évidemment, les libéraux ont pris le relais, non pas pour nuire à l'intégration. Ils ne se sont pas levés un matin et ont dit comment on va faire en sorte que les immigrants soient moins intégrés, mais guidés par d'autres impératifs qui étaient devenus des impératifs économiques de l'époque, imposés par le modèle néolibéral qui s'est imposé à tout le monde, puisqu'il fallait couper les dépenses, disons, de l'État, on a coupé partout et le maillon faible, c'était l'intégration des immigrants parmi d'autres choses.
Et donc, c'est sûr qu'à partir du moment où ce genre de choses, c'est-à-dire c'était en nos moyens. Moi, je me rappelle, en 94, quand M. Parizeau a lancé la campagne pour le référendum, j'étais coordonnateur du Centre culturel et communautaire des Iraniens. D'accord? J'étais en même temps aux études, mais bon, je m'occupais un peu de ça aussi. Et je l'ai rencontré dans un grand rassemblement qu'avait organisé le gouvernement, à laquelle était invité aussi Fatima Ouda-Pépin, qui a pris à partie publiquement M. Parizeau. Et ça, j'ai pas beaucoup aimé parce qu'elle nous a embarqués là-dedans, alors que moi, je voulais pas qu'on mette M. Parizeau sur la défensive. Mais quand on a eu l'occasion de discuter, j'étais un jeune, mais j'ai quand même pris mon courage à deux mains, puis j'ai dit à M. Parizeau, si on veut vraiment faire en sorte que, par exemple, on francise mieux les immigrants, il faut faire quelque chose pour la protection du français dans nos radios, dans nos revues. Moi, quand je vois dans n'importe quel dépanneur, ce qui s'offre à moi comme offre culturelle, puis on pouvait dire la même chose, c'est 90% de revues ou d'offres de musique ou d'émissions à la télé anglophones, puis juste 10% de francophones. C'est-à-dire, oui, mais monsieur, on est en démocratie ici, on est dans un monde libre, on peut pas. Moi, je dis que c'est là le problème. Oui, mais... Et c'est là que si je dois exercer un pouvoir et un contrôle, j'aimerais disons, exercer ce pouvoir, ce levier sur les puissances structurelles qui entraînent ces problèmes plutôt que de l'exercer sur le maillon faible, parce que le cœur des gens, on ne peut pas les forcer à nous aimer. Il faut être attrayant et les séduire. Et on ne peut pas les séduire en les houspillant, en les culpabilisant éternellement, comme on le fait maintenant depuis 20-25 ans. Et est-ce que les gens issus de l'immigration ont une responsabilité? Parce que vous me décrivez un processus où il y a juste un des deux acteurs qui fait des pas vers l'autre. À partir du moment où c'est-à-dire la responsabilité, on le sent quand? À partir du moment où on se sent accueilli et on sent qu'on nous engage dans quelque chose. Mais si, d'abord, sache très bien qu'il y a quelque chose de malheureux, c'est qu'on n'a pas de contrôle total de l'immigration. Alors, l'immigrant qui arrive ici, il n'est pas du tout informé de ce qu'il attend au Québec. Hein? Pour lui, il a reçu un visa du Canada, puis s'il a consulté n'importe quel site à travers le monde sur le Canada, il y a peu d'informations sur la réalité du Québec, le fait français et l'indépendantisme, surtout des Québécois. Et donc, quand il arrive ici, il y a un processus d'acclimatation dans lequel nous devons déployer tous les efforts pour être attrayants et non pas pour être imposants et intimidants et surtout et culpabilisants, comme malheureusement un certain discours indépendantiste l'est devenu. C'est ça que je veux dire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut trouver le discours qui ne se présente pas comme un truc identitaire, mais comme un projet d'émancipation culturelle et nationale. Patriote, je suis d'accord dans le sens d'un patriotisme, je dirais civique, hein? Par opposition à un patriotisme antisocial et dangereux comme le patriotisme de droite là, du Patriot Act de George W. Bush, mettons. Et donc, dans cette optique-là, si tu me dis, demain, le PQ prend le pouvoir. Oui, parce que je rappelle la question, montez-vous dans l'autobus. Oui. Ben oui, si on nous permet d'apporter les nuances qu'il faut à ça pour bâtir le rapport de force numérique pour gagner. Parce qu'à la fin de la journée, là, le jour où tout va se passer, il faut qu'on soit 50% plus 1. Et ça, si on néglige le fait qu'il y a, pour le meilleur et pour le pire, c'est la réalité qui est devant nous, une forte population d'origine immigrante avec lequel le mouvement indépendantiste a eu la difficulté à converser au cours des 20-25 dernières années, on ne leur a pas l'affaire. Je voudrais juste profiter de cette question, de parler de mon expérience en Écosse. J'ai été en Écosse à l'invitation d'un jeune groupe indépendantiste qui s'appelait RISE. Là, je ne me rappelle plus de l'acronyme, c'était des indépendantistes. Puis il faut savoir qu'ils m'ont montré avec force comment leur plus grand appui dans les grandes villes à ce mouvement indépendantiste, ce n'est pas dans, mettons, la majorité blanche d'origine anglo-saxonne. C'est dans les communautés immigrantes asiatiques, africaines, etc. Pourquoi?
parce que leur discours est un discours d'intégration, un discours d'émancipation sociale et économique dans lequel il y a un projet de pays. Et à mon avis, ce qui a fait la force du mouvement indépendantiste de 95, ça n'a pas été les grands, les grands reliquats historiques d'un indépendantisme, je dirais, abstrait. Mais ça a été le projet de pays, tu te rappelleras, hein, je ne sais pas quel âge tu avais à l'époque, mais les pancartes, c'était un véritable projet de pays. Et ce qui a permis au mouvement de s'approcher presque de la victoire, c'est que M. Parizeau a mis en branle la commission itinérante. Comment ça s'appelait la commission? Il y avait un nom. En fait, M. Parizeau pensait que cette commission allait permettre à, je ne sais pas, une vingtaine, trentaine, une centaine peut-être de mémoires qui allaient être présentées pour nous parler de comment on va, mettons, partager la dette, comment on va régler la question de la monnaie, la question de la frontière et de la défense, ce genre de choses. Non! Il y a eu, je pense, plus de 1000 mémoires qui ont été présentées, 50 000 participants à travers le Québec, où on a ouvert la parole aux gens, puis c'est les gens ordinaires qui sont allés, qui sont mobilisés. Et donc, il faut une mobilisation véritablement populaire, citoyenne, qui ne repose pas uniquement sur les grandes figures de proue, qui étaient quand même Mario Dumont, Parizeau lui-même et Lucien Bouchard, sans nul doute, qui avait un effet majeur. Mais à mon avis, ce qui a fait la force et qui nous a permis de presque gagner, c'est aussi la mobilisation du mouvement communautaire. Rappelle-toi qu'une Françoise David a réussi à convaincre le mouvement féministe de voter en faveur de l'indépendance. Le mouvement des femmes, ça serait inimaginable aujourd'hui dans je dirais, Oui, je comprends. Je veux dire, elles sont moins favorables la situation dans laquelle... Alors qu'à l'époque, dans le débat qui s'était engagé par un travail de fond, des groupes comme le FRAPRU, comme justement la Fédération des femmes du Québec, à travers un processus de consultation populaire, avaient réussi à faire que démocratiquement, même la Fédération des femmes du Québec, qui regroupait des femmes immigrantes, des femmes anglophones, a voté en faveur de l'indépendance. Et c'est comme ça qu'on doit le concevoir. Et je ne pense pas qu'un discours tel que malheureusement porté aujourd'hui par certains gens alentour justement de Paul Saint-Pierre Plamondon et d'autres, qui table trop sur le vocabulaire identitaire, puisse avoir du succès de ce point de vue-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rémi. On n'est pas d'accord, mais c'est justement ça l'objectif. Oui, mais c'est ça l'objectif du balado, parfait. C'est de confronter des idées. Puis vous êtes la preuve qu'il reste du monde pour le faire. J'ai appris toutes sortes de choses aujourd'hui. J'ai appris que vous ne montez pas dans un autobus aussi facilement que moi, dans cet autobus-là en tout cas. Mais je suis convaincu que vous allez changer d'avis. De toute façon, vous êtes des indépendantistes à Québec solidaire. Donc, monte dans l'autobus puis on te donne le volant, moi je serais ravi. Ouais, mais même une petite place au chaud en arrière. Merci beaucoup, Amir Kadir. Salut. Donc, écoutez, on est au début du projet, donc on a besoin de vous. Si vous avez aimé l'épisode, partagez, parlez-en à vos amis, abonnez-vous aussi. On se revoit très bientôt. Merci.